Jean-Marie Le Pen, bonjour. Dans le chapitre 5 consacré à la période 87-98, nous clôturons l'entretien sur les grandes personnalités que vous avez eu le privilège de rencontrer. Dans ce dernier chapitre, nous évoquerons les événements du début du XXIe siècle. Merci Jean-Marie Le Pen de nous accueillir à nouveau dans votre maison de Montretout. Nous sommes là situés dans la salle à manger, historiquement la salle à manger, mais qui a connu aussi des heures politiques avec des réunions du bureau politique ou du bureau exécutif du Front National. En tout cas, je laisse tout de suite Arnaud Soyer vous poser la première question. Alors nous continuons notre voyage dans le temps. Nous sommes en 1998. Aux élections régionales, vous avez réussi à passer des alliances avec la droite classique en Rhône-Alpes et en PACA, mais ce succès va être rapidement éclipsé avec l'éclatement du Front National le 5 décembre, et cette scission va être un frein durable à la progression du parti. Est-ce que, rétrospectivement, pour vous, c'était inéluctable ? Je pense que c'est né dans l'esprit des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui avaient des postes importants au Front National, comme Bruno Maigret, ou Le Gallou, ou Blot. C'est né, je pense, de l'idée qu'ils se faisaient de l'âge de la retraite. Et ils pensaient que, normalement, à 65 ans, c'est l'âge de la retraite des hauts fonctionnaires. Vous pouvez admettre que j'arrive jusqu'à 70 ans. Mais plus tard, et nous alors, pendant ce temps-là, on vieillit. Ils pensaient que c'était leur tour et que j'aurais dû passer la main comme on le fait normalement dans les administrations. Et le fait que je me maintienne, semble-t-il, sans esprit de départ, les a irrités. Je crois qu'ils ont été aussi l'objet d'une manipulation de la part d'un type qui s'appelait Giancilli et qui était un élu européen du CNI et qui un jour est allé les voir en leur disant « J'ai la liste de Le Pen aux élections européennes, vous n'y figurez pas ». Or je rappelle que les sondages nous donnaient à ce moment-là 18 élus et nous en avions 10 sortants. 18 élus. Donc il était absurde que je me prive de gens comme Maigret, Le Gallou, etc. Mais ils ont pensé que, compte tenu de ce qui leur était dit et de ce qu'ils croyaient être l'objet de ma vindicte, ils ont décidé de passer à l'action plus rapidement. C'est là que se produit le Conseil national de la Maison de la Chimie, je crois, où, sous le prétexte de l'entrée d'une secrétaire, enfin je ne me souviens plus exactement des conditions, il y a une véritable bronca à mon égard, ce qui ne s'était jamais produit au Front National. Et je vois des gens que je croyais d'ailleurs être mes amis crier « Kabila, Kabila ». Je ne sentais aucune parenté avec Kabila, mais je pensais que ça voulait dire que j'étais un dictateur, pas tout à fait noir, mais quand même, qui méritait de l'être. Et dans cette cabale, rejoignait celui au nom de laquelle était faite l'opération, au nom duquel était faite l'opération, qui était Bruno Maigret, des gens qui n'étaient pas en eux-mêmes des partisans de Maigret, mais qui le rejoignaient parce qu'ils avaient été frustrés dans leur demande. C'était le cas de deux d'entre eux, Timmermans et Martinez, pas le professeur de droit, l'autre, qui m'avait demandé d'être secrétaire général, ce que j'avais refusé. Et je pense qu'il y a eu, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là, un conglomérat d'hostilité, d'opposition qui s'est créé et qui s'est manifesté dans cette circonstance avec un développement, ensuite une demande de congrès, financé d'ailleurs je crois par Martinez, et qui n'a pas abouti et qui s'est traduite par un congrès
de Maigret, qui s'est tenu à la Mutualité, si je ne me trompe. À Marignane. Hein? À Marignane. À Marignane. À Marignane. Oui. Ah bon, je croyais que ça s'était tenu à Paris. Et qui était un congrès de ce que Maigret avait appelé le MNR-FN. N'est-ce pas? Et où, en principe, mon siège était sur l'estrade, vide, parce que j'y avais été soi-disant invité, et je ne m'étais pas rendu. En quoi j'avais bien fait, bien sûr. Et à un moment donné, même, ils avaient pensé prendre d'assaut le Front National de nuit. Et puis, j'avais pris des dispositions telles qu'ils en ont été dissuadés, et ils n'ont pas pu s'emparer. Cela dit, un certain nombre de gens du Front National, de gens qui étaient salariés du Front, ont procédé à des véritables sabotages, ce qui était le cas par exemple de M. Olivier, sabotage de matériel. Parce que beaucoup n'ont pas compris que, surtout après 2007, que ça s'est produit, ça. À savoir qu'en 2007, c'est la catastrophe. Je rappelle que la directrice de campagne, c'est Marine Le Pen, et que j'ai probablement ignoré, c'est probablement le risque que court celui qui occupe le sommet. C'est qu'à la vérité, s'il n'y a pas de conflit ouvert entre personnalités, auquel cas il arbitre mais il est mis au courant, s'il n'y a pas ça, il ne sait pas ce qui se passe. Et à la vérité, bien qu'on m'ait dit plus tard que Marine Le Pen se conduisait de façon tyrannique et brutale, c'était dans une ignorance totale où j'étais, mais qui laissait peut-être croire que j'appuyais cette manœuvre. Et c'est si vrai que quand elle arrive, je crois que c'est au congrès de Nice, en 35e position au comité central, ce qui, d'après ce que je sais maintenant, était la place que lui valait son impopularité, j'ai pensé que c'était une manœuvre, une cabale, ou même une fraude. Et par réflexe, j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça que vous voulez jouer, je la nomme vice-présidente. Ce qui était alors doubler en quelque sorte le problème, redoubler le problème. Et ça tenait au fait que, et c'est pour ça qu'il y avait un fou du roi d'ailleurs, qui était chargé de dire parmi 1000 sottises un certain nombre de vérités pour éclairer le monarque. En fait, à un certain moment, les gens n'osent pas dire les raisons qu'ils ont de faire telle ou telle chose. Voilà. Y compris d'ailleurs quand il y a cette effusion importante au bureau politique où il y a une dizaine de gens qui s'en vont, personne ne me dira la vérité, pourquoi ils sont partis. Voilà. Et quand je ramènerai au bureau politique Karl Lang et l'ami Bild, non plus, ils repartiront sans me dire pourquoi ils repartent. Hein, il y a un défaut de communication. Je dois dire que le Front National a toujours été faible du côté du renseignement, aussi bien interne qu'externe d'ailleurs, c'est vrai. Il n'y avait pas des gens comme ceux que M. Philippot avait mis en place pour surveiller Internet et en quelque sorte la vie interne du mouvement. Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Bon, voilà. Il faut dire la vérité. Mais une opération comme celle menée par Bruno Maigret suppose une grande organisation, donc beaucoup de gens dans la confidence, donc pas de conflit. Donc nécessairement, j'ai un document là, intéressant qui s'appelle le document Carnix, qui est un document rédigé par des partisans de Bruno Maigret et qui décrivent en quelque sorte la stratégie à suivre pour amener Bruno Maigret à un niveau de notoriété, puis de popularité telle qu'en tous les cas, sa qualité de numéro 2 soit indiscutable. Or, à Toulon, j'avais porté un coup à cette notion en disant dans un discours, il n'y a pas au Front National de numéro 2 ni de numéro 3, il n'y a qu'un numéro 1. Voilà. Mais j'anticipe peut-être d'ailleurs
sur les événements, parce que là, nous sommes en 98. Est-ce que vous considérez que c'est Bruno Maigret qui a tous les torts, ou est-ce que vous pensez que votre attitude, ou celle de votre entourage, a aussi amené à une part de responsabilité dans la gestion de cette crise, à la fois brutale et violente? Mais sûrement par la méconnaissance où j'étais placé de la vie intérieure du mouvement et des conflits qui pouvaient naître des conflits de pouvoir, en quelque sorte, entre les différents participants. Je dois dire que j'étais par nature et par fonction tourné vers l'extérieur, beaucoup plus que vers l'intérieur, où dans le fond, mon autorité n'était pas discutée ni mise en cause. Et bon, ceci va se confirmer de manière paradoxalement éclatante et assez injustement éclatante, parce que quand j'arrive en 2002 au deuxième tour de l'élection présidentielle, le Front National, lui, a été profondément affecté par la scission de Bruno Maigret et le départ d'un grand nombre de cadres et de militants et d'élus. Et donc le Front National est affaibli, et malgré cela, quand même, je serai au deuxième tour de l'élection présidentielle, ce qui va peut-être créer un certain nombre d'illusions, d'ailleurs, à l'intérieur du mouvement. Puis ensuite, nous irons plus tard jusqu'en 2007, où là, il va y avoir, en quelque sorte, l'explication des gravures par la présence de Sarkozy, qui est un candidat brillant, qui n'hésite pas à venir sur notre terrain et à défendre un programme assez démagogique pour sa ligne à lui, mais qui évidemment est concurrent. Je crois que Marine Le Pen est toujours, elle est à ce moment-là directrice de campagne. Voilà. Et je fais 10,74, ce qui est en net recul par rapport aux élections présidentielles précédentes, mais n'est pas encore désastreux. En revanche, aux élections législatives, le désastre sera total, puisqu'aussi bien les 2/3 de nos candidats ne feront pas 5%, laissant en quelque sorte une facture de 10 millions. Alors là, j'avais le choix entre deux attitudes. Ou bien je laissais les candidats se débrouiller eux-mêmes, mais pour beaucoup d'entre eux qui n'étaient pas aisés, pas riches, 30 000 €, c'était une somme très importante. Et j'ai donc pris la résolution de prendre la charge de ce déficit, mais évidemment en prenant des mesures drastiques, licenciement d'une très grande majorité du personnel, cessation de parution des 2 journaux, National Hebdo et le Français d'abord, et puis vente du paquebot, qui était le capital dont nous disposions et que j'avais pu acquérir quelques années auparavant à de bonnes conditions. Voilà. Et puis là-dessus, il a fallu changer, bien sûr, quitter le paquebot pour aller à Nanterre. Et voilà, l'histoire a continué, mais j'ai estimé avoir sauvé la pérennité du Front National, sa durée, condition, selon moi, sine qua non de l'existence d'un mouvement politique. Alors dans cette crise, parmi les personnalités marquantes du Front National, qui vous sont restés fidèles, il y a Bruno Gollnisch. On l'a souvent présenté comme votre dauphin, et vous l'avez pas souhaité. Au moment où je décide de me retirer, je n'ai encore, il est vrai, que 82 ans. Mais je pense qu'il est temps maintenant de passer la main, et je pense que le président du Front National devra subir l'épreuve d'une élection présidentielle pour être compétitif pour la suivante. C'est-à-dire se présenter en 2012 pour 2017. Et il y a 2 candidats se sont déclarés. Bruno
Bruno Gollnisch et Marine Le Pen. Et je dis à Bruno, d'ailleurs, que j'invite dans mon bureau, je dis Bruno, je vais soutenir la candidature de Marine. Et d'abord, quel âge as-tu? Il m'a dit, j'ai 63 ans. Je dis, non Bruno, tu as 73 ans, parce que tu as eu un quadruple pontage coronarien, et que dans les documents d'assurance, c'est compté pour 10 ans. Ensuite, je crois qu'il y a dans le monde une espèce de pente, de faveur qui est faite au gouvernement féminin. C'est à Thatcher, Merkel, etc. Et Marine a un atout principal, elle s'appelle Le Pen. Donc, malgré toute l'estime, l'amitié, l'affection même que j'ai pour toi, je soutiendrai la candidature de Marine, mais sans plus. En plus, je note que la candidature de Bruno s'est trouvée extrémisée par ses collaborateurs, et en particulier par Benedetti. Benedetti, qui allait devenir le successeur de Sidos, et dont on connaissait les liens avec l'œuvre française, a laissé penser aux gens qu'alors qu'il était une personnalité modérée, Bruno, patriote et modéré, eh bien, il était dans le fond un activiste. Et je pense que ça lui a nui. Voilà. Il y a un moment donné, il faut faire un choix. Bon, évidemment, les années ayant passé, et Bruno étant resté fidèle et Marine infidèle, on peut se dire que mon choix, mon soutien était malvenu. Et voilà, mais seulement, on ne peut pas savoir ce qui serait passé si ce qui s'est passé ne s'était pas passé. Voilà. Alors en 2002, après une campagne intense, vous vous retrouvez au second tour de l'élection présidentielle. Il faudra attendre 2017 pour que le Front National réitère cet exploit. Encore maintenant, les journalistes insistent sur ce succès historique réalisé à la surprise générale. Est-ce que vous avez été surpris? Pas le jour même, parce que j'avais reçu un coup de téléphone de Nouvelle-Calédonie où on avait déjà voté et dépouillé, et qui m'avait dit « Président, nous avons doublé nos voix ». Et je me suis dit, si les voix ont doublé en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a un phénomène qui est en cours. Et il n'est pas impossible qu'on se retrouve dans une position plus favorable que prévu. Je pose cette question parce qu'il y a beaucoup d'observateurs. Je pense par exemple à Serge Moati qui vous avait suivi à cette époque-là pour vous filmer. Et ils ont affirmé que le soir du 21 avril 2002, quand vous êtes au second tour, alors que les militants et les cadres font la fête au siège du Front National, vous êtes dans votre bureau et ils disent, enfin on va utiliser deux termes un peu surprenants, soucieux, voire assommés. Non, pas assommé, je suis soucieux parce que d'abord, il faut que je rédige ma déclaration. Et que dans une certaine mesure, elle n'a pas été rédigée et que je n'ai personne pour m'aider à le faire. Et donc je vais devoir le faire moi-même. Et ça dans quelques minutes qui viennent d'abord. Ensuite, je me dis que rien n'est joué. On ne sait jamais. La vague qui m'a porté au deuxième tour peut être déferlante et balayer un candidat dont je rappelle qu'il n'a pas fait 20% au premier tour. Pour un candidat sortant, ce qui est un échec très lourd pour Jacques Chirac. Et donc, je n'exclus pas l'idée d'une déferlante. Et je me dis, et si dans 15 jours, je suis élu président, qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous procéder à la dissolution de l'Assemblée, à la nomination d'un chef de gouvernement, d'un secrétaire général de l'Élysée, etc. Toutes choses qui était imprévu à la vérité, et dont nous n'avions sans doute même pas les moyens en hommes, surtout dans un temps aussi bref, et sans le temps de la réflexion et du choix. Certes, nous aurions été ralliés par beaucoup de gens qui nous auraient ralliés par ambition pure et intérêt, mais ça n'aurait pas fait les structures qui étaient nécessaires à la recomposition du pays, au redressement d'un pays qui n'avait cessé, dans le fond, de descendre les marches de la décadence progressivement.
Alors, au soir du 21 avril, vous vous dites que vous n'étiez peut-être pas prêt, vous et le Front National, pour diriger la France. Ça vous a traversé l'esprit? Bien sûr, évidemment, que j'ai pensé à ça, que nous n'étions peut-être pas prêts pour le faire. Mais quand la destinée vous appelle, vous ne pouvez pas échapper à votre destin. C'est le reproche que j'ai fait d'ailleurs à Marion, députée très jeune et très brillante, de ne pas se représenter dans le Vaucluse pour la reddition de ses comptes, d'abord à ses électeurs, et ensuite, quand l'histoire vous déroule un tapis rouge sous les pieds, vous n'avez pas seulement le droit de prendre, mais vous avez le devoir de le faire, nonobstant vos choix personnels ou vos dilections propres. En 2002, votre présence au second tour de l'élection présidentielle, c'est dû à quoi? À votre talent, à votre programme, à la médiocrité de Jacques Chirac, aux événements extérieurs? Il y a eu le World Trade Center avec l'attentat islamiste à New York, il y a eu l'euro. Est-ce que ce sont des phénomènes qui ont... C'est tout ça en même temps? Il y a eu un cumul de facteurs que je ne me suis pas donné pour l'instant le temps d'analyser. Je ferai ça peut-être au cours de mon deuxième tome de mémoire. Mais en l'occurrence, on est pris à ce moment-là dans un tsunami d'événements. Et entre les deux tours, d'abord il faut rédiger une circulaire sur le coin de table, parce qu'il faut la donner à l'imprimeur dans un temps tel qu'il faut... Bon, il se trouve que nous allons faire un journal qui sera mauvais et que nous avons l'ambition de faire distribuer à 40 millions d'exemplaires et dont la distribution sera sabotée par un certain nombre d'organismes syndicaux adverses. Et j'aurai à peine le temps de faire un meeting à Marseille, meeting qui se déroulera d'ailleurs sur un ring de boxe, car la salle est à ce moment-là formatée en salle de spectacle sportif. Et ça me permet de me tourner, comme j'ai la chance de pouvoir m'exprimer sans papier, je ne ferai que cela au deuxième tour. On va prendre une allure que Daoudal qualifiera d'infernale. Il écrit un livre qui s'appelle Le Tour infernal, une mobilisation générale de l'ensemble du système, dans des formes souvent indécentes, les professeurs descendant avec leurs jeunes élèves, scandant Le Pen au poteau, des banderoles meurtrières, pour Le Pen une balle, le FN une rafale, etc. Et comment dirais-je, le signal étant donné d'ailleurs dès le premier jour du deuxième tour par l'Assemblée des évêques qui me condamne et me dénonce. On peut dire que toutes les formations prennent position contre ma candidature, comme si elles recelaient je ne sais quoi de diabolique, de mystérieux et de menaçant. Et ça se fait au bénéfice de Jacques Chirac, qui encore une fois est un candidat démonétisé, qui n'a obtenu moins de 20% au premier tour, ce qui est évidemment une disqualification majeure. Et il refuse de débattre avec vous. Malgré tout, il refuse de débattre avec vous. Il vous prive de débattre second tour. Ce qui est fondamental, justement, c'est que tout peut se jouer dans le débat qui va nous opposer, et Jacques Chirac refuse de débattre avec moi. Et il le fait, je pense, assez sagement, parce que je pense qu'il a mesuré, en tous les cas, ses conseillers ont mesuré le risque qu'il courait dans une telle occurrence, et cette carte a été biaisée, entre autres. Parmi les éléments les événements qui vous ont permis d'arriver au second tour en 2002, est-ce que vous pensez que les attentats du World Trade Center quelques mois avant ont une influence? Je ne suis pas sûr que les événements qui se sont passés à cette période aux États-Unis aient eu plusieurs mois plus tard une influence déterminante. Je ne crois pas. Bien. On va revenir maintenant en 2003. C'est une année qui est marquée par la chute de Saddam Hussein, présenté comme un dictateur.
Vous avez pris le contre-pied de votre électorat et vous êtes même allé jusqu'à le rencontrer. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer ce positionnement politique ? Je rappelle que quand je ne connais strictement aucun Irakien, personne. Mais je prends l'initiative d'aller demander en Irak la libération des otages français bien sûr et des otages européens. Et cette démarche va être entravée au maximum par les services français et par la diplomatie française. Et d'ailleurs, je n'obtiendrai le droit, la possibilité d'aller en Irak que quand les Français seront revenus, c'est-à-dire quand on ne pourra pas m'attribuer la libération des otages français, lesquels, arrivant à Orly, si je ne me trompe, et étant accueillis par 2 ministres, leur tournent le dos ostensiblement, refusent de leur parler et rentrent chez eux. Et quand j'arrive là-bas, eh bien, j'entame les démarches auprès du gouvernement et je fais la connaissance de Saddam Hussein, avec qui j'ai un certain nombre de députés européens avec moi, avec qui me réservent un accueil, il faut le reconnaître, chaleureux. Et me donne pour rentrer en Europe 60 otages européens ainsi qu'un avion de la compagnie Irak Air, je crois, de la compagnie nationale, et cet avion sera par la chasse française détourné de Strasbourg, où tout le monde nous attend. Tous les médias du monde sont là, et les familles, etc. Et ils vont détourner l'avion sur Bâle-Mulhouse, où nous serons attendus par des gendarmes mobiles, casqués, armés, avec des chiens. On ne peut de façon plus déplaisante que celle-là. Voilà, ça a été l'origine de nos relations avec l'Irak, en rappelant que Janie, mon épouse, a été pendant 10 ans, 12 ans, présidente de SOS Enfants d'Irak, et une œuvre qui a aidé, en quelque sorte, les enfants malheureux de ce pays, dont l'économie a été ruinée et l'armée écrasée par celle des Alliés. Voilà. Mais vous avez pris le contre-pied de votre électorat en faisant ça. Je ne sais pas, c'est le genre de calcul que je ne fais pas. Je fais ce qui me paraît correspondre à ce qui est juste, à ce qui doit être fait en un moment donné. Quand je mobilise des étudiants pour aller en Hollande, au secours des Hollandais, et qui sont pris dans les désastres de la rupture de leur digue, je fais ce genre de geste. La diplomatie française se donnera beaucoup de mal aussi pour m'empêcher de répondre à l'invitation de Mandela et Biki en Afrique du Sud, toutes démarches qui sont faites pour, en quelque sorte, donner au Front National une dimension internationale que j'ai contribué à élaborer en allant au Japon, rencontrer le président Nakazone, dans les Philippines, en rencontrant la présidente Aquino, ou en Amérique du Sud, y compris le général Pinochet. Et je n'ai pas rencontré Menem, le président, parce qu'il était absent, mais il m'avait envoyé un courrier en me disant « Monsieur le Président, je suis malheureusement absent, mais quand vous voulez, vous viendrez, je vous serai accueilli comme un ami, etc. » Sans parler des États-Unis, bien sûr, où j'ai été plusieurs fois reçu au Sénat, et aussi bien d'ailleurs à Washington qu'en Floride, et où j'ai été reçu par le président Reagan. Bon, voilà, entre autres, si je peux dire.
Pour rester dans le Moyen-Orient, est-ce que vous considérez que ce qui a été fait au gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie ou à Kadhafi en Libye est tout aussi criminel que ce qui a été fait en Irak? C'est criminel parce que l'Irak et la Syrie étaient les deux pays qui étaient sous l'influence du parti Baas, qui était un parti laïque en quelque sorte. Et c'était l'islam laïque. Et c'est cela qui a été détruit, mettant évidemment en position de force l'islam religieux, révolutionnaire et conquérant, car l'islam, comme beaucoup d'organisations, a un dynamisme qui est proportionnel à sa masse. Et la masse démographique arabo-musulmane grandissant, on peut dire musulmane parce que ça ne se borne pas à l'Arabie et aux Arabies au Maghreb, c'est l'Indonésie, c'est le Pakistan, le Bangladesh et beaucoup d'autres pays du monde. Et cette négligence nous met dans une situation aujourd'hui dramatique et qui a selon moi 3 composantes qui sont malheureusement cumulatives. C'est d'abord la révolution démographique qui a porté en 50 ans la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants en progrès constant vers 9, 10, on ne sait pas combien. Le phénomène de l'islam qui a trouvé sa dynamique là aussi dans l'augmentation des populations, en citant seulement celle d'Algérie, qui est passée en 50 ans de 8 à 46 millions. Et la composante terroriste qui donne à ces énormes forces une cohésion et une direction qui est certainement hostile à notre existence, à notre survie, à notre liberté. Alors en 2010, il y a le vote de la loi interdisant le port du voile intégral. Au regard de la progression de l'islamisme radical en France, je fais allusion aux attentats de Charlie Hebdo, du Stade de France, du Bataclan, à Nice également, est-ce que vous considérez rétrospectivement que cette loi sur le port du voile était une bonne chose? Oui, il fallait établir très clairement que la France et l'Europe en général n'entendaient pas se laisser conquérir par l'immigration en général et tout spécialement par l'immigration musulmane. Et ne concéder en aucune manière, au nom de je ne sais quel antiracisme, à cette invasion qui, pour être apparemment pacifique, n'en était pas moins, je dirais même plus redoutable. Parce que nous étions formatés à nous défendre contre des invasions militaires et pas du tout contre des invasions civiles. Et le danger de l'avenir, le danger immédiat et en tous les cas à court et moyen terme, c'est justement cette invasion pacifique, entre guillemets, si j'ose dire, pacifique dans sa réalisation, mais pas dans son aboutissement, puisque ce qui est visiblement à craindre, c'est qu'ils deviennent majoritaires dans nos pays. Et certains pays européens sont déjà dans une situation démographique absolument dramatique. Les démographes affirment en effet qu'au-dessous de 1,3 enfants par femme, au lieu de 2,1 minimum nécessaire à la reproduction des générations, au-dessous de 1,3 enfants par femme, on ne peut plus remonter, quelles que soient les politiques que l'on mette en œuvre. Or, il y a déjà 3 pays européens qui sont dans cette situation. Le premier, c'est l'Allemagne, avec 1,1 enfant par femme, et qui est un véritable cercueil en or. Tout le monde ne voit que l'or du cercueil, mais ne voit pas que cet or est la couverture d'un cercueil. Voilà. Et il y a 2 pays qui sont malheureusement géographiquement les plus exposés, c'est l'Italie et l'Espagne, qui sont à 1,3.
il y a là un risque terrible parce qu'on ne voit pas pour l'instant dans la politique intérieure de ces pays, ni du nôtre d'ailleurs, quels sont les ressorts qui permettraient en effet un redressement qui devrait se traduire par la cessation de toute immigration, quel qu'en soit le prétexte, pour le temps qu'il faut pour reconquérir les moyens de notre destin, à savoir supprimer le droit d'asile, dont on fait semblant d'entrefermer les portes, ce qui n'est pas le cas. Le regroupement familial, que l'on autorise même maintenant aux migrants, plus le droit du sol qui fait que si une famille clandestine accouche d'un enfant en France, hop, on ne peut plus rien faire, puisqu'on ne peut pas expulser l'enfant qui est français, enfin à vocation française en tout cas, ni bien sûr ses parents, ce qui serait abominable, etc. Sans parler des régularisations massives qui ont été pratiquées par tel ou tel gouvernement, ni le déficit colossal, budgétaire ou social, qui en est la conséquence avec les crises du logement, les crises de l'école. Tout ceci découle évidemment de l'entrée dans notre pays de millions d'étrangers qu'il a fallu, sans qu'ils soient en mesure de participer activement à l'économie de notre pays, qu'il a fallu loger, soigner, nourrir, éduquer, etc. C'est une démarche suicidaire commune à tous les pays du monde, avec tout de même au pilori la politique de Mme Merkel, qui a consisté à faire entrer plus d'1 million d'immigrés en Allemagne, en sachant que par application des principes du traité de Schengen, ceux qui ne resteraient pas en Allemagne partiraient ailleurs. Or, on sait déjà qu'il y en a 500 000 qui sont dirigés vers la France. Monsieur le Président, dans les dernières grandes dates que nous avons voulu relever, on en a une qui est très importante, c'est le 16 janvier 2011. Le 16 janvier 2011, c'est la date du Congrès du Front National, et là, vous cédez votre place de président. Au sein du Front National, quand on est le président, on est le candidat à la présidentielle, ce qui veut donc dire qu'en 2012, vous n'êtes plus le candidat à la présidentielle. Absolument. C'est Marine Le Pen. En 2007, c'est donc votre dernière candidature. Vous avez dit que le résultat était dû au talent de Nicolas Sarkozy. Est-ce que, on vous a reproché votre âge, 78 ans en 2007. Est-ce que vous pensez que c'était une erreur d'être candidat encore en 2007 ? Il n'y avait pas beaucoup d'autres candidats possibles. J'étais le seul qui avait à ce moment-là une grande notoriété et conquise, si j'ose dire, le couteau entre les dents, et, à grands frais pour un mouvement qui n'avait pas de moyens, et pesant les différents inconvénients et différents avantages, il m'avait semblé que, en tous les cas, ayant été candidat en 2007 et ayant subi pour la première fois, tout de même, c'est le scrutin qui le disait, une régression, je ne pouvais en tous les cas pas partir avant d'avoir remis le train sur les rails. Ce que je m'étais engagé à faire, c'est-à-dire régler le problème de la dette, ce qui n'a pas été simple. Rappelez-vous ce qui nous a opposés à nos amis, la manière brutale et je dois dire assez maladroite dont messieurs Péninck et Valorant de Saint-Just ont traité l'affaire avec notre camarade Revaux, imprimeur, le Rachinel, etc. Bref, il y a eu beaucoup de maladresse aussi dans tout cela. Donc il fallait remettre les choses en main, sauver le Front National, sauver le soldat Front National. Ce qui a été fait, et d'ailleurs on a vu que la remontée électorale se faisait après l'échec. La vie, ce n'est pas seulement des succès.
Dans l'échec, il y a en interne de votre mouvement un fait dans cette campagne électorale de 2007, c'est votre discours à Argenteuil qui suscite énormément de polémiques en interne. Vous dites aux jeunes immigrés, vous êtes des Français à part entière, vous êtes les branches de l'arbre France, et bien là, vous faites bouger les branches, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque encore, on peut espérer, avec une politique d'immigration très ferme, c'est-à-dire fermer les portes, on peut espérer qu'un effort d'intégration permettra l'entrée, en quelque sorte, dans la communauté de ces gens que l'on a laissés entrer chez nous de façon inconsidérée. C'est une dernière tentative, en quelque sorte, de l'assimilation que je souhaite. Et peut-être est-il trop tard, mais c'est en tous les cas le dernier geste qui sera fait dans cette direction. Après, la disproportion des masses sera telle qu'il n'y aura plus de solution dans cette direction-là, malheureusement. Et que nous devons penser à d'autres voies et d'autres moyens. 2007, 10,44%. 2017, 10 ans plus tard, Marine Le Pen fait le double, 21%. C'est le bon choix, c'est elle qui a fait progresser le plus le mouvement Front National. Non, c'est-à-dire que c'est une courbe. Il y a un moment donné, moi j'ai fait 14,5, 15, 10,74, puis il y a une remontée, c'est le président du Front National qui est, bon, à ce moment-là, je ne sais pas, j'aurais eu 83, 84 ans peut-être, mais un autre candidat du Front National aurait bénéficié de ce qui a été le phénomène fondamental, à savoir la prise de conscience par l'opinion de la réalité de la menace migratoire. Jusque-là, c'était un discours qui était dénoncé comme extrémiste ou comme pessimiste. Mais en effet, dans le peuple français, se créait l'idée que, dans le fond, Le Pen avait raison et que c'est Marine qui en a été la bénéficiaire sans en être forcément, sans en avoir forcément le mérite. Mais c'est normal de s'attribuer les succès et de laisser les échecs à ses camarades. Mais en l'occurrence, je crois que c'est ça, c'est cette prise de conscience des Français qui a tout modifié. Alors, lors du congrès de 2011, vous devenez président d'honneur. Au moment où nous enregistrons, vous l'êtes encore. Comment voyez-vous votre rôle, cette mission ? Je dis cela parce que cette fonction a abouti à un conflit entre la présidente du parti et vous. Or, c'est une fonction qui a été taillée sur mesure pour vous, et c'est quand même votre fille. On pouvait difficilement faire mieux. Je crois que, dans le fond, au cours de cette évolution du Front National, j'ai été ressenti comme la statue du commandeur. Et que c'est pour cela, d'ailleurs, que le Congrès m'avait nommé président d'honneur, avec les prérogatives qui étaient attachées, à savoir la présence dans chacun des organismes du Front, où je n'étais pas déterminant, puisque selon leur nombre, j'étais 1 sur 40 au bureau politique, 1 sur 120 au comité central, lequel d'ailleurs, je tiens à le signaler, n'a jamais été réuni par Marine Le Pen, alors qu'il était l'organe délibératif du Front National et qu'elle a encore fait une grande démarche postale pour provoquer l'élection du futur comité central, qu'elle n'aura sans doute jamais l'occasion de réunir, en tous les cas jamais la volonté. Voilà la vérité. Alors, dans cette fonction, j'ai été sans doute, par mes remarques ou mes prises de position internes au bureau politique, insupportable. Voilà. Et on ne supportait que l'accord, le soutien, le silence. Moi, j'ai fait ce que je croyais devoir faire, mais dans un but très positif. Pas du tout par rivalité, comme l'ont suggéré un certain nombre de journalistes avec Marine Le Pen. Je n'étais pas en rivalité avec elle, ni avec Marine, ni avec Marion, ni avec qui que ce soit d'ailleurs.
J'avais joué ma partie, me semble-t-il, avec loyauté tout au long de ma vie politique. J'étais encore là, je n'étais pas mort, et tant que je ne serai pas mort, je dirai ce que je pense, n'en déplaise à quiconque. Quand vous regardez derrière vous des décennies d'engagement, des décennies, est-ce que vous arrive de penser que la politique, finalement, c'est fait pour assurer le bien commun, ça c'est clair, et que finalement, eh bien, la politique, ça oblige à endosser le rôle de prédateur, c'est-à-dire qu'il faut tuer pour vivre, survivre. En fait, ce n'est que cela. Est-ce que être prédateur, c'est une condition nécessaire pour vivre, réussir? Il faut être combattant, en tout cas. Prédateur a une connotation péjorative qui suggère que le prédateur tire avantage des combats qu'il est amené à mener. Non, moi j'ai pensé que dès le début, je le dis dans mon livre d'ailleurs, que j'étais fils de la nation, pupille de la nation, que j'étais un Français qui, à tort ou à raison, pensait que, ayant la France comme tuteur, il avait plus de droits et plus de devoirs que d'autres, ce qui m'a orienté vers l'action publique, qui a fait que, à la faculté, je suis devenu comitard d'abord, puis président des étudiants, un des dirigeants de l'UNEF, puis qui m'a amené à m'engager dans l'armée française, dans différentes opérations, dont on me fait le reproche qu'elle ne comportait pas assez de risques, paraît-il. Pourtant, j'avais choisi une arme qui ne passait pas exactement pour un bataillon de bonnes sœurs, puisque c'était le bataillon étranger de parachutistes, qui a été 2 fois exterminé, une fois à Kaobang et une fois à Dien Bien Phu. Mais enfin, en quelque chose, je crois que mes adversaires m'ont fait un grief principal, c'est de n'être pas mort. Désolé de leur avoir pas donné cet avantage. Et vous, dans votre carrière politique, est-ce que vous avez eu des remords, des regrets sur des décisions prises hâtivement? Je n'ai ni regrets, parce que ça ne sert à rien, ni remords, parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir commis autre chose que des erreurs humaines, banales. Je ne dis pas que je n'en ai pas commises, certainement, mais en tous les cas, rien d'immoral. J'ai essayé de mener un combat patriotique pour le pays, dans le respect de ses traditions esthétiques et éthiques, morales. J'ai fait tous les combats d'arrière-garde de la France. C'est une position qui n'est pas très facile, mais je l'ai assumée, voilà, et je n'en suis pas triste. Je rends hommage à tous ceux qui ont combattu de façon souvent anonyme à mes côtés, tous ces militants qui ont payé souvent très cher d'avoir mené le combat national, aussi bien dans leur famille que dans leur métier, que dans leur situation matérielle. C'est cette force-là, quand même, qui a toujours été évaluée en millions dans notre pays, est le seul espoir qui lui reste. Et vous pensez que la France peut disparaître maintenant ? Je n'aimerais pas avoir à répondre à cette question. Parce que j'ai le devoir de continuer à espérer et à faire espérer ceux qui sont autour de moi. Mais il faut reconnaître que sur le papier, la situation est tragique. Mais les desseins de Dieu sont insondables et gesta Dei per francos. Et que direz-vous aux jeunes générations, à vos petits-enfants, à votre arrière-petite-fille ? Battez-vous. Ne vous laissez pas faire. Défendez vos idées sur votre territoire,
car la bataille est mondiale et partout où vous irez, vous vous retrouverez en face des mêmes problèmes. Seuls les peuples nombreux, résolus, dynamiques, vont sans doute survivre dans les siècles qui viennent. Il tient à vous que les Français, les Européens, fassent partie de cela. Les chances qui restent sont minces, mais elles sont jouables. À vous de jouer. Parfait. Merci Jean-Marie Le Pen de nous avoir reçus et de nous permettre de faire cette série de 7 heures, presque 7 heures, sur un destin français, votre destin.